Protocole oblige, hein, mes remerciements le plus sincère à l'Université de La Réunion. Et je pense très fort à certains amis, docteur Laurent Didier, professeur Ouaro, et d'autres amis que j'ai connus à l'Université de Maurice. Donc sans plus tarder, je crois que j'ai 30 minutes devant moi, quelque chose d'un peu différent concernant l'intégration régionale dans la zone de l'océan Indien. Je parlerai surtout sur quelque chose que je connais mieux, le cas de l'île Maurice. Donc sans faire grand éloge, l'île Maurice reste un membre de plusieurs blocs régionaux. Et moi, je suis un peu contre parce qu'il est membre de SADC, COMESA, IOC, etc., etc. Alors, je peux poser des questions parce qu'on dit plein de choses, grandes choses sur l'intégration régionale. Pour gagner du temps, il y a des choses que je ne vais pas dire parce que d'autres collègues, d'autres amis, on l'a déjà dit, ils l'ont déjà expliqué. Parce que je me demande aussi si être membre de plusieurs blocs régionaux peuvent aider Maurice dans son développement. Parce que j'entends toujours des bonnes choses, je répète, et moi je voudrais savoir quels sont les côtés négatifs. Parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose à 100% positif, c'est toujours bien. Et tout à l'heure, je pensais à professeur Ouaro qui avait soulevé quelque chose sur le prix du sucre, et je suis tout à fait d'accord avec lui, parce qu'à un moment donné, le prix du sucre a tombé, surtout à Maurice, je ne connais pas la Réunion, comment ça se passe, à l'île Maurice, le prix du sucre a tombé à 36-40%. Et alors on peut demander si on peut toujours exporter du sucre vers l'Europe, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer de secteur, il faut exploiter d'autres choses. À Maurice maintenant on commence à exploiter ce qu'on appelle le Blue Ocean Economy, l'économie bleue, on parle un peu de Green Economy, et on a diversifié d'autres secteurs, on a la recherche de d'autres secteurs, on est en train de trouver d'autres pays avec l'aide financière très importante de la Chine et de l'Inde qui nous aident beaucoup à surmonter des obstacles. Et je pense aussi que l'île Maurice est aussi très bien dans la SADC et d'autres blocs régionaux, mais regardons un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la SADC et le COMESA et les autres blocs régionaux. Je trouve une solution, moi, que je défends beaucoup concernant les fameux FDI, Foreign Direct Investment, et les investissements directs étrangers, parce que l'île Maurice a signé beaucoup ce qu'on appelle le Double Taxation Avoidance Agreement. Comme ça, il y a un flux important des investissements étrangers qui s'orientent, se focalisent et qui viennent, ces fonds, ces flux, qui viennent traverser l'île Maurice pour gagner l'Inde, la Chine, etc., etc. Et là, on trouve Maurice, par exemple, toute petite île, mais combien puissante dans la zone de l'océan Indien, qui, par exemple, avec 400 millions de dollars, qui pénètre, qui passe à travers l'île Maurice pour pénétrer sur le grand subcontinent indien. Mais il y a des difficultés, il y a des lois législatives qui ont été passées à l'île Maurice, parce qu'il y a eu un peu de fraude. On peut contrôler 10 000 dollars, on peut contrôler 10 millions, mais quand il y a des flux importants, ça devient difficile. Donc voyons un petit peu le côté mauricien. Qu'est-ce qui se passe concernant les développements, l'intégration régionale? Et évidemment, mes amis, mes collègues vont surtout dire par rapport à cette fameuse intégration régionale. Comment ça se passe à l'île Maurice avec une île de 1,3 million d'habitants, c'est pas terrible, une superficie de 2000 km², c'est pas énorme, mais quand on rajoute ce qu'on appelle le EEZ, c'est-à-dire Exclusive Economic Zone, ça devient beaucoup. Avec les échelles, on partage grosso modo 1,5 million de km² d'océan Indien où il y a la pêche, où on permet la France, la Chine surtout, d'exploiter nos ressources. Et un argument important, c'est pas sans éloge, hein, parce que je suis mauricien, on parle anglais, on parle beaucoup de langues à l'île Maurice, on parle facilement 3-4 langues, l'anglais facilement, le français facilement, le hindi, l'arabe, le tamoul, etc., etc. Donc pour moi c'était un peu difficile de voir comment on va travailler un plan pédagogique, parce que moi je ne suis pas économiste, je n'ai jamais pu comprendre l'économie, hein, je suis juriste. Comment on va aborder ce travail
en une trentaine de minutes, c'est vrai que vous pouvez rattraper avec les slides, les soft copies, comme on les appelle, qui peuvent vous être distribués à la fin. Donc, je pense qu'un plan en 3 parties feront l'affaire. Tout d'abord, concernant l'intégration régionale dans le cadre des blocs économiques régionaux. Après la convention de Lomé, où le prix du sucre, je disais tout à l'heure, a subi une réduction drastique à Maurice, on a chuté de 35 à 40%. Donc on cherche d'autres secteurs afin d'exploiter et d'avoir d'autres ressources pour le Mauricien et l'île Maurice, afin de redynamiser son économie et son secteur financier en s'appuyant sur l'intégration régionale, parce qu'il y a aussi des bonnes choses, misant surtout sur une économie aux étrangers avec la réduction des tarifs douaniers qui reste néanmoins très loin des expectations quand on dit, je disais tout à l'heure, les difficultés, les obstacles. Parfois, on parle de bonnes choses de la SADC comme ça, mais je découvre quand même il y a les tarifs douaniers qui sont certains, dans certains secteurs, sont toujours là de 600%. Surtout, par exemple, l'importation des voitures à l'île Maurice, surtout des voitures françaises, un peu, surtout les voitures japonaises. Mais du bon côté, le taux de chômage à l'île Maurice reste très bas. Parmi tant d'autres, le législateur mauricien a surtout intervenu à plusieurs reprises en faisant passer des lois législatives, en passant des lois qui peuvent, comment dirais-je, encourager les investisseurs étrangers, français, chinois, indiens, afin de pouvoir les encourager à investir à Maurice. En passant des lois, comme ça, ils se sentent en sécurité. Il y a des lois, il y a des bonnes lois, et chaque loi, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des lois d'inspiration anglaise qui passent au Parlement et qui deviennent des lois domestiques. Concernant l'intégration au sein de la SADC, je disais tout à l'heure, on voit un petit peu les difficultés. On ne peut pas avoir que les avantages, que des facilités. Avec une population avoisinant les 260 millions d'individus, la région de la SADC, Angola, Botswana, République démocratique du Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice évidemment, petite île mais puissante dans la région, Mozambique, Namibie, Seychelles, Sud-Afrique, Swaziland, Tanzanie, Zambie et la Zimbabwe, pardon, cette partie du continent africain peut générer un GDP, Gross Domestic Product, environ 471 milliards de dollars avec 3 principaux objectifs, parmi tant d'autres, mobilité des travailleurs, des marchandises et des capitaux avec une monnaie commune et des tarifs douaniers communs. Là, je m'arrête quelques secondes. C'est vraiment une utopie, c'est un rêve d'avoir un common currency identique dans chaque pays. À mon avis, c'est impossible. On ne peut pas avoir une roupie, par exemple, dans tous les pays africains. On ne peut pas. L'Europe l'a pu le faire avec l'euro, et moi, je pose des questions si c'est facile. On parle beaucoup des mobilités des travailleurs étrangers, je ne trouve pas à Maurice, mais bon, ces buts sont, à mon avis, difficilement réalisables quand on sait que le membre de la SADC ont un développement, surtout socio-économique, complètement différent. On ne peut pas évoluer de la même manière, on ne peut pas avoir des langues identiques, on ne peut pas avoir une common currency, des langues et des monnaies différentes, entre autres. À cela s'ajoute, et sans être pessimiste, l'inflation, le déficit budgétaire, et après tout, pas mal des pays africains restent sous, il faut le dire, sous le seuil de pauvreté, malgré qu'ils ont beaucoup de ressources minières à exploiter, avec un manquement d'eau dans certains pays. Même à l'île Maurice, parfois, il y a un manquement d'eau, et la prolifération surtout de la maladie, un fléau dont le mal ronge les relations économiques des pays de cette zone. Selon le gouvernement mauricien, je cite, il revient du secteur privé de tirer bénéfice des ouvertures de marché avec notamment des nouvelles opportunités de production industrielle. Quelqu'un nous a fait voir un petit film et on a vu ces secteurs qui sont en développement et surtout au niveau du port franc. Là, le Sud-Afrique exploite, d'après mes recherches, comme 50 à 60% de son exploitation du port franc. À l'île Maurice, c'est seulement 2%. Donc, seulement pour dire qu'on ne peut pas avoir une économie semblable, tout ça c'est faux. Nous avons un secteur privé dynamique,
les opérateurs sont partie prenante et on parlait beaucoup du secteur privé qui peut aider le gouvernement mauricien, parce que nous, à l'île Maurice, nous avons ce fameux PPP où le secteur public-privé travaille en partnership. C'est aussi un atout à ne pas oublier. Le ministre, tout récemment, dans un journal que j'ai vu il y a quelques jours, mais d'ailleurs en exercice la volonté des dirigeants politiques africains à engager le secteur privé dans les efforts de développement économique. Il cite à cet effet l'African Economic Platform, une initiative panafricaine majeure pour encourager l'émancipation des communautés d'affaires sur le continent. Maurice se doit accueillir en mars dernier la première édition de cette fameuse African Economic Platform et accueillera encore la deuxième édition l'année prochaine. Maurice a voulu être un peu celle qui dirige un peu tout, et l'île Maurice a été une sorte de plateforme pour l'OADA. Elle a invité pratiquement tous les pays africains pour venir signer, ratifier l'OADA, et à la fin, l'île Maurice n'a jamais signé et ratifié l'OADA. Seulement pour vous dire que le gouvernement mauricien, quand même, a d'autres idées en tête, parce que souvent, très souvent, on parle de tous les avantages qu'on peut tirer des ACP et d'autres agreements, d'autres partenariats. Le gouvernement mauricien a en outre évoqué les discussions en cours en vue de la conclusion d'une Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement avec l'Inde et d'un accord de libre-échange avec la Chine. La conclusion de ces deux nouveaux accords contribuerait à l'élargissement de l'espace économique du pays de manière significative et à placer surtout Maurice comme un hub commercial par excellence dans ce corridor Asie-Afrique. Quand je parle de hub, il y a plusieurs hubs, surtout le hub de l'exploitation du thon, exploitation même de la baleine. On a autorisé tout récemment le Japon, je suis contre évidemment, d'exploiter la baleine qui traverse pendant une certaine saison l'océan Indien. Toutefois, un tout petit bémol se présente, mis à part l'Afrique du Sud, qui a su bénéficier en termes d'exploitation dans la région du SADC. Les autres pays du continent, par contre, n'arrivent pas à exporter convenablement. On parle d'exportation dans ces régions, dans ces fameuses Regional Economic Partnership Agreement, mais c'est 2%, 5%, 6%, maximum, c'est 13%, à l'exception de l'Afrique du Sud, qui est même allé, dans certains cas, 13, 15, 20%. Maintenant, concernant après ces difficultés au sein de la SADC, on parle un petit peu de la COMESA. Autre zone de libre-échange reste la COMESA, qui est rentrée en vigueur en 1994, en tout cas qui apparaît cette zone en 1994 avec ses membres Burundi, Comores, Djibouti, l'Égypte, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice surtout, Rwanda, Seychelles, Ouganda, Zambie et Zimbabwe, qui ont éliminé tout à tout leurs tarifs douaniers entre les membres avec 1992 comme date butoir. Actuellement, ils sont au nombre de 19 parce qu'il y a certains membres qui ont rejoint cette zone de la COMESA. Au terme du traité de la COMESA, ils s'engagent aussi, comme vous le savez bien, à éliminer les restrictions quantitatives, mais combien, on ne sait pas, ainsi que d'autres tarifs non douaniers, combien, je suis très sceptique, d'atteindre une croissance durable, combien, là aussi on ne sait pas, et sustainable, Maurice surtout vise un sustainable development, pratiquement sur tout le plan, on a parlé du green economy, du blue economy, et d'encourager le développement du niveau de vie de ces peuples et l'investissement entre États membres. Depuis 1994, je trouve que le continent africain reste toujours un continent relativement pauvre, il faut dire la vérité. Maurice a aussi signé, je parlais tout à l'heure du Double Taxation Avoidance Agreement, taxe de non-double imposition, encourageant les autres pays comme la Chine, l'Inde, Sud-Afrique, United Kingdom, l'Allemagne et d'autres, certains pays africains, de venir à Maurice et cela évite aussi de payer double taxe. Vous achetez un produit à Maurice, vous payez la taxe, vous êtes un étranger, vous rentrez dans votre pays et là aussi il y a d'autres taxes à payer. Mais parfois je trouve ce Double Taxation Avoidance Agreement, quand même, il y a d'autres fléaux qui rongent ce Double Taxation Avoidance Agreement concernant surtout la fraude régionale et la fraude internationale. Il y a eu beaucoup de fraudes d'une valeur de milliards et des milliards de dollars
Et l'Inde n'a pas voulu continuer avec ce Double Taxation Avoidance Agreement. Il y a tout récemment, il y a une délégation mauricienne qui est partie en Inde, on a négocié, et je crois que l'Inde restera finalement membre de ce Double Taxation Avoidance Agreement. Selon, tout récemment, avant d'arriver à la réunion, le secrétaire général du COMESA, Sandiso Ndema, disait alors que la participation du secteur privé africain dans le mouvement d'ouverture de marché, il a invoqué en particulier les opportunités qu'il présente aux petites et moyennes entreprises. Petite île à l'île Maurice, facilement, je crois, il y a plus que 2000, 3000 petites et moyennes entreprises. Sans compter Rodrigue, l'île d'à côté, pour pénétrer dans le nouveau marché de développement et des nouveaux partenariats. J'ai oublié, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, l'île Maurice, la Réunion fabrique des choses similaires, et des fois on peut lui demander s'il n'y a pas une saturation des mêmes produits. Rodrigue produit des petits paniers, mauriciens, chez Lois, c'est pareil. Donc il faut trouver d'autres secteurs, et l'objectif du COMESA est de créer une union douanière entre ces 21 pays membres. En outre, c'est une forme de marché commun qui essaie de renforcer un accord de libre-échange déjà en place depuis 1981, qui doit intéresser au moins 500 millions d'individus avec un produit intérieur brut dans les environs de 700 milliards de dollars. On peut encore faire mieux, le volume de transactions commerciales entre les pays membres et le reste du monde atteint actuellement 52 à 60 milliards de dollars américains. Je parle un peu des chiffres un peu vieux, de 1997 et 2002. Je suis mauricien, mais l'île Maurice ne cache pas son jeu en s'adhérant au marché de libre-échange tripartite réunissant les pays du COMESA, de la SADC, de EAC, qui comprennent quelques 630 millions de consommateurs, mais surtout d'épauler la Chine et l'Inde, et que ces deux grands géants, ces deux grandes nations, puisse servir à Maurice comme un tremplin, mais c'est déjà fait maintenant. La Chine a pratiquement envahi les marchés africains, afin de gagner l'ensemble du continent africain avec des importations vers la Chine, des mines de fer, charbon, cuivre, en outre. En contrepartie, l'île Maurice a une aide financière de plusieurs millions de dollars et divers emprunts à des taux très très faibles, presque inépuisables, de la Chine et de l'Inde dans une situation win-win, dans une situation gagnant-gagnant. Actuellement, la Chine s'active à conquérir pendant d'autres marchés africains, et ses produits inondent actuellement le marché africain, y compris le marché mauricien. Quoi qu'il en soit, le mot d'ordre de la COMESA est de faciliter la libre échange et d'atteindre le progrès économique, mais qui se fait lentement, avec seulement 12% seulement, avec d'autres figures que j'ai mentionnées et que je passerai rapidement parce que la dame a pu montrer un peu pratiquement les mêmes chiffres concernant l'importation et l'exportation de Sud-Afrique vers d'autres pays, y compris la Grande-Bretagne. Après cette première partie, si l'on peut maintenant regarder, voir l'intégration régionale en dehors des blocs économiques régionaux. Je parle ici des investissements directs étrangers. Il y a quelqu'un qui parlait aujourd'hui, je crois hier, un peu de ces fameuses Foreign Direct Investment, des investissements directs étrangers. Pour moi, selon moi, c'est un atout considérable, surtout quand il y a certains marchés qui sont saturés. Et on peut poser des questions concernant est-ce qu'il existe, merci madame, réellement des avantages sur le plan financier depuis l'arrivée du traité de non-double imposition entre l'Inde et Maurice. On découvre des avantages sur le développement socio-économique, surtout je parle concernant Maurice. Les FDI, Foreign Direct Investment, les investissements directs étrangers, ont beaucoup aidé Maurice dans son développement. Tout d'abord, on jettera un petit coup d'œil vite fait sur le développement socio-économique. Est-ce que ces investissements directs étrangers ont contribué au développement socio-économique? On peut s'attarder sur le développement socio-économique de deux pays, surtout le tandem l'Inde-Maurice et un peu la Chine-Maurice, afin d'analyser les répercussions des investissements étrangers. Actuellement, l'Inde a été la seule pays qui aide l'île Maurice
et qui emploie pratiquement dans les 10 000 personnes qui travaillent à Maurice. Dans le Cybercity, on a vu un petit film, et il y a pratiquement des Indiens qui travaillent dans ce secteur. Les recherches dans ce domaine démontrent la contribution des investissements étrangers. Malgré la crise économique depuis la montée en puissance de l'euro, certains auteurs confirment l'apport des investissements étrangers dans le développement socio-économique d'un État comme un élément moteur. Malgré la crise de l'euro, Maurice a connu une nette croissance de l'ordre de 4 à 5%. Maurice attire encore des investissements directs étrangers de l'Europe. Et ensuite, on peut voir, deuxièmement, les résultats. Les investissements directs étrangers provenant de l'Inde ainsi que d'autres pays, surtout avec la France en tête, ont constamment amélioré le développement socio-économique de Maurice avec des chiffres que j'en passerai parce que c'est une question de temps. Les sources d'investissement étrangers, rapidement, sont très diverses et variées avec la France en tête des investissements étrangers à l'île Maurice, avec 3,3 milliards en 2011, soit un peu plus du double enregistré en 2010. Seulement après quelques années, on a doublé. Et l'Inde, qui reste un peu à l'arrière, la Chine, reste un des pays après la France qui a investi à Maurice, et plus particulièrement dans la construction des routes, des autoroutes et la construction d'autres bâtiments à Maurice. Les investissements directs étrangers ont aussi considérablement aidé au progrès socio-économique de Maurice dans d'autres secteurs tels que l'activité immobilière, le RES, Real Estate Scheme, et le IHS, Investment in Hotel Scheme. Quand vous venez à l'île Maurice, ce ne sont pas les hôtels qui manquent. On peut demander alors d'où vient l'argent pour construire ces hôtels, ces villas, ces bâtiments, qui est d'environ des investissements de 3,3 milliards, qui proviennent en grande partie de FDI, les fameuses Foreign Direct Investment. En ce qui concerne le secteur de la construction, les investissements étrangers ont atteint 2,1 milliards, contre 1,3 milliard seulement en 2010, alors que le secteur des financements a enregistré un montant de 1,6 milliard en 2012, contre 4,6 milliards en 2010, démontrant quand même un net repli expliquant la conséquence de la crise de l'euro pendant cette période. Le secteur de l'agriculture et de la pêche a connu une relance avec 177 millions, contre zéro en 2010. Le marché du thon, j'en parlais tout à l'heure, et son exportation vers l'Europe, en plus particulier la France, a donc connu un franc succès, à mon avis, malgré la pêche illégale. Il y a certaines pêches qui sont tout à fait légales, il y a d'autres pêches qui sont illégales. Je parlais tout à l'heure de 1,5 million de kilomètres carrés. On ne sait pas qui pêche dans nos zones illégalement et on ne peut pas tout contrôler. Les investissements étrangers ont baissé pendant la série 2010-2011 dans divers secteurs tels que l'hôtellerie et la restauration, des services professionnels et techniques, ainsi que dans le secteur de nouvelles technologies de l'information et dans la communication. Maurice a aussi investi à l'île Maurice, à l'étranger. Ce n'est pas seulement qu'on encourage les étrangers pour venir investir à l'île Maurice. Maurice investit aussi à l'étranger. Les pays bénéficiaires des fonds directs investissement étranger, cette fois-ci, de Maurice vers d'autres pays, et surtout la Mozambique, avec 670 millions, qui concerne les investissements mauriciens dans le secteur du bâtiment et d'autres projets agricoles, en tout particulier l'expertise mauricienne dans l'industrie sucrière avec l'Inde, avec 632 millions, Madagascar, 188 millions avec l'expertise mauricienne dans les textiles, et la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande. Je parle de trois parties, on a abordé les deux parties. Regardons rapidement la troisième partie concernant les inconvénients des investissements étrangers dans les relations. Je vais prendre comme modèle, exemple, Maurice-Inde. Je ne pourrais pas, question de temps, voir toutes les relations Maurice-Chine, Maurice-Allemagne, Maurice-Sud-Afrique. Le modèle Maurice-Inde nous aide à mieux comprendre quelques difficultés. Incontestablement, Maurice en sort de cette intégration régionale un peu grâce aux investissements directs étrangers, on en a longtemps parlé, avec le soutien financier grâce aux pays des pays amis tels que la France, la Chine et l'Inde, et en contrepartie de cette manne, elle sert de tremplin pour la Chine et donne des facilités de son exclusive economic zone pour la pêche au thon aux Français, par exemple. Tout d'abord, existe-t-il réellement des inconvénients des investissements étrangers sur le plan économique et financier quand on connaît les contributions
au développement socio-économique et qui ont su démontrer toutes les preuves. C'est une question que je me pose. Le traité de non-double imposition ne connaît pas tout à fait un franc succès. On a vu les avantages, les inconvénients, j'en ai parlé tout à l'heure avec la fraude, surtout du côté indien. Le revers de la médaille est le flou qui existe encore, persiste et signe depuis que l'Inde propose un projet de loi afin de contrecarrer la fraude entre la grande péninsule et Maurice. On étudiera rapidement, en deux parties, la proposition venant de l'Inde qui a pour nom General Anti-Avoidance Rules, GAAR. Afin de décourager les fraudes fiscales, l'Inde a introduit cette fameuse General Anti-Avoidance Rules. L'introduction de ce GAAR a deux objectifs principaux. Collecter davantage des revenus fiscaux et le round tripping, parce qu'il y a pas mal de pays qui ne sont pas membres de ce Double Taxation Avoidance Agreement, mais qui en tirent des avantages quand même, puisque de plus en plus de résidents indiens font des transferts de fonds de leur pays vers l'étranger afin de les réapatrier par la suite à travers des investissements dans certains centres offshore. Le gouvernement indien propose le General Anti-Avoidance Rule qui devrait normalement entrer en vigueur en avril 2016, qui est rentré en vigueur en 2016, avec l'échéance a été repoussée en avril dernier, en 2017. Parce que ce n'était pas prêt, il y a la délégation mauricienne qui est partie, il y a des négociations qui continuent, et l'île Maurice est d'accord pour qu'on continue ce Double Taxation Agreement, mais l'Inde est un peu réticente. Suite aux fraudes fiscales, il y a eu pas mal de fraudes devant la Cour suprême de l'Inde. L'Inde souhaiterait alors plaider pour un nouveau traité fiscal entre Maurice et l'Inde, avec ces nouvelles clauses avant la promulgation du GAAR, General Anti-Avoidance Rules, en avril 2017. Ce projet de loi prévoit l'imposition d'une taxe sur les transactions offshore dépassant 500 000 $ à partir du 1er février 2016. Toutefois, il est aussi relevé que les bénéfices fiscaux relevant des transactions réalisées jusqu'à mars 2013 ne seront pas taxables. Deuxièmement, en grand B, on voit les conséquences de ce General Avoidance Rules. Quelles en sont les conséquences du traité Maurice depuis que l'Inde a décidé de revoir son Double Taxation Avoidance Agreement? Le secteur financier contribue jusqu'à 10% au PIB avec un taux de croissance de 3%, 3,5 environ en 2014 et de 4,1 en 2015. Le montant des investissements en Inde est passé à 4,5 milliards de dollars contre 8,2 milliards de dollars pour la période avril-janvier en 2012, alors que l'investissement direct vers l'Inde a également connu une légère baisse pour la même période de l'ordre de 2%. Les quelques minutes ou secondes qui me restent, le temps de conclure, 2 minutes, la conclusion. Les blocs régionaux sont en marche dans pratiquement tous les États membres, mais il reste beaucoup à faire. L'harmonisation reste difficile à effectuer. Je parlais d'une monnaie courante, je ne crois pas, c'est réalisable, sans être pessimiste. Et certains membres de la SADC ou de la COMESA sont aussi membres d'autres blocs régionaux, d'autres blocs économiques, et cela n'est pas passé inaperçu. Maurice, je dis tout à l'heure, est membre de plusieurs blocs, et je ne sais pas si c'est un atout, si c'est un inconvénient. Il y a des conséquences à tirer d'être membre de plusieurs blocs régionaux. Déjà, pour être membre d'un seul bloc, c'est relativement difficile. À cela s'ajoute l'effort de la part du traité OHADA. Je parlais tout à l'heure du traité OHADA qui a été signé à l'île Maurice, et Maurice n'a jamais signé l'OHADA non plus. Sans être pessimiste, une fois, encore une coopération accrue et une intégration dans le domaine du commerce, finance, transport, communication et de l'information, de l'industrie, le domaine douanier et monétaire, du transport, de la communication, de l'information, de la technologie, de l'industrie et de l'énergie, du genre de l'agriculture, de l'environnement, des ressources naturelles qui restent à exploiter, sans toutefois aller au-delà de l'exploitation. C'est extrêmement mauvais quand vous avez d'autres pays qui viennent exploiter sur tous les continents africains. Le faire correctement, c'est correct, mais une surexploitation détruit l'environnement.
Malgré l'effort des deux pays, je parle un peu de Maurice, la relation Maurice-Inde et surtout Maurice-Chine, sur le plan diplomatique et financier, il y a un flou qui persiste sur les investissements directs étrangers. Je parlais tout à l'heure de cette fameuse GAAR, et en tout particulier le traité de non-double imposition entre l'Inde et Maurice, puisque on a vu un peu de fraude et de corruption, pas seulement un peu, et ça continue et continue cette fraude fiscale. Si l'île Maurice veut revoir ce traité un peu en détail, d'aller un peu au fond pour savoir qu'est-ce qui se passe, il y a aussi pas mal de fraude fiscale avec d'autres pays, entre l'Inde cette fois-ci et le Singapour, donc cette fraude est bien omniprésente. Et tout récemment, avec l'Inde qui est en négociation à l'île Maurice, parce que Maurice est un grand pays qui investit, où les investissements étrangers passent à travers Maurice pour gagner l'Inde. Cette fois-ci, le Singapour a dépassé l'île Maurice parce qu'on a vu les négociations entre Maurice et l'Inde ne vont pas très bien. Et on voit aussi d'autres fournisseurs d'investissements étrangers en Inde, quoique globalement les investissements étrangers provenant des divers pays, France, États-Unis, la Grande-Bretagne, voire Sud-Afrique, n'ont pas reculé pour autant. Maurice a le vent en poupe avec des investissements dans le secteur de la pêche, le secteur de l'éducation et aérien.